Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame ma co-rapporteure, chère Elsa, vous avez ouvert cette discussion, je la clos, vous noterez l'organisation bien huilée du Sénat. Mes chers collègues, lorsque vos enfants ou vos petits-enfants sortent le soir, donnez-vous les mêmes conseils à vos garçons qu'à vos filles. Mesdames, combien d'entre vous ont déjà changé de trottoir pour éviter de passer devant un groupe d'hommes un peu bruyants? Mesdames, toujours, faites-vous partie de celles qui, seules dans la rue, tard le soir, mettent leurs clés dans la main pour avoir une éventuelle, quoique bien dérisoire, arme de défense? J'ai découvert avec stupeur que nous étions nombreuses à le faire. Quel est ce monde où les filles et les femmes doivent adopter des stratégies d'évitement? D'évitement de quoi? D'un regard appuyé à en devenir gênant, d'une remarque déplacée, d'un geste intrusif, d'une pression, d'un harcèlement, d'un viol. Et pour celles qui n'ont pas pu se soustraire à un viol, combien n'ont pu réagir, tétanisées qu'elles étaient par la peur? Comment justifier ce silence, pourtant si fréquent? Et n'en déplaise à certains, non, qui ne dit mot ne consent pas. Mes chers collègues, il y a des lois qui réparent, il y a des lois qui redonnent du sens. Celle que nous examinons aujourd'hui fait les deux, et je tiens à saluer les autrices ici présentes, Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin, et saluer à la fois leur travail et leur ténacité. Car depuis trop longtemps, la définition pénale du viol et des agressions sexuelles reposait sur contrainte, menace, surprise ou violence. En théorie, c'était une protection, en pratique, c'était une injustice. Car ce cadre conduisait souvent la justice et plus largement la société à s'intéresser non pas au comportement de l'agresseur, mais à celui de la victime. Avait-elle bu? Quelle tenue portait-elle? Avait-elle crié? S'était-elle débattue? Pourquoi n'avait-elle pas résisté? Comme si le silence, la peur, la sidération n'étaient pas déjà des preuves en elles-mêmes. Pour la victime, c'était une double peine, subir la violence, puis devoir se justifier de la manière dont on l'a subie. C'est précisément cette logique que nous corrigeons aujourd'hui. En plaçant le consentement au cœur de la définition du viol et des agressions sexuelles, nous changeons de regard. Puisqu'il faut qu'il y ait eu consentement, la justice s'intéressera à l'auteur. Qu'est-ce qui a pu lui laisser penser qu'il y avait consentement? Il ne sera plus possible de le déduire du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. L'immobilité, la peur, la sidération ne valent pas consentement. Un acte sexuel n'est jamais neutre. Il suppose un accord clair, librement donné et qui peut être retiré à tout moment. Une relation sexuelle n'a de sens que si elle est partagée. Le corps de l'autre ne peut jamais être pris ni supposé offert. Sinon, ce n'est plus une relation, mais une violence sexuelle, un viol. Mais pour que cette reconnaissance prenne toute sa force, encore fallait-il lui donner un cadre clair, solide, applicable. C'est tout l'enjeu du travail parlementaire que nous avons mené en conciliant la précision juridique et la portée symbolique. Mais cette loi nous oblige aussi collectivement, car le droit, s'il dit la norme, ne suffit pas à changer les comportements. Il faut aussi regarder la réalité du quotidien. Au-delà de la loi, il faut l'éducation, la prévention, la parole. Au-delà de la loi, il faut oser parler du consentement, du respect, du corps. Il faut le faire dans nos familles, dans les écoles, dans les entreprises. Il faut rappeler qu'aimer, séduire, désirer, ce n'est jamais imposé. Pour finir, je veux ici saluer toutes celles et ceux, associations, magistrats, parlementaires, professionnels de santé, forces de l'ordre, enseignants, qui œuvrent chaque jour pour que la parole des victimes soit accueillie avec respect et que la société progresse. Ils ne sont pas, vous n'êtes pas encore assez nombreux, mais aujourd'hui, le Parlement est à vos côtés pour plus de justice. Je veux aussi penser à celles et ceux qui n'ont pas encore pu parler, qui ressentent encore la peur, la honte et le doute. Cette loi leur est destinée. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.